On s'est tous déjà posé la question, non? Comment une simple idée, une étincelle dans notre esprit, finit en devenir un objet qu'on peut tenir dans les mains, un objet bien réel? C'est ce voyage qu'on va faire ensemble aujourd'hui, de l'abstrait au concret. Et pour y arriver, on va explorer les outils qui rendent tout ça possible, les fameux modes de représentation. Voilà la question centrale. Comment on passe de l'immatériel au matériel? Eh bien, la réponse, elle se trouve dans notre capacité à visualiser, à structurer et surtout à communiquer nos pensées. Et c'est exactement ça qu'on va décortiquer. Tout commence par là, la toute première étape, la plus instinctive en fait, donner une forme, même si elle est un peu brute, à cette idée qui flotte. C'est vraiment l'acte de création dans ce qu'il y a de plus pur. Et le premier outil pour ça, c'est le croquis. Pensez-y comme le premier jet, l'idée qu'on griffonne sur un coin de table pour ne pas l'oublier. C'est rapide, c'est libre, bref, c'est l'outil parfait pour capturer une inspiration sur le vif. Le croquis, en fait, il a un double visage. Sa plus grande force, c'est sa rapidité. On pose l'idée en quelques secondes. Mais c'est aussi son plus grand défaut, son imprécision. Il peut y avoir des détails superflus, et plus important, tout le monde ne va pas le comprendre de la même manière. C'est la porte ouverte aux malentendus. Alors justement, pour éviter ces malentendus, on passe à l'étape suivante. On quitte un peu le monde de l'informel pour entrer dans quelque chose de bien plus structuré. Le but du jeu ici, c'est de chasser l'ambiguïté pour atteindre la clarté. Et pour ça, on a le schéma. Attention, contrairement au croquis, le schéma, c'est un vrai langage. Il utilise des règles, des codes que tout le monde partage pour ne montrer que l'essentiel. L'objectif, ce n'est plus seulement d'avoir une idée, c'est de la communiquer sans aucune erreur possible. Le mot-clé, le mot magique, ici, c'est normalisation. Parce qu'on utilise des symboles connus de tous pour les dimensions, les ouvertures, etc., le schéma devient une langue universelle pour les techniciens. Fini l'interprétation personnelle. On sort du flou du croquis pour entrer dans la précision technique. Là, tout le monde se comprend. On voit bien la différence fondamentale du coup. D'un côté, on a la liberté, la spontanéité du croquis, de l'autre, la rigueur et la clarté absolue du schéma. Ce sont vraiment deux outils pour deux moments différents. Le premier sert à imaginer, le second sert à communiquer techniquement. Bon, un objet, ce n'est pas juste une forme, il a aussi un comportement, des performances. Il nous faut donc d'autres outils pour représenter non plus seulement son apparence, mais aussi comment il fonctionne et les données qui vont avec. Souvent, avant de pouvoir visualiser quoi que ce soit, tout commence comme ça. Un tableau de chiffres, des données brutes. Ok, on voit bien les valeurs, mais la relation entre elles, elle ne saute pas aux yeux. On devine que la batterie dure moins longtemps quand la vitesse augmente, mais de combien exactement? C'est pas si évident. Et c'est là que la magie opère. Le graphique, lui, transforme ces chiffres en une histoire limpide. On voit immédiatement la tendance, la courbe qui plonge, la relation devient évidente. C'est la preuve qu'une bonne visualisation de données est 1000 fois plus efficace qu'un simple tableau pour comprendre quelque chose de complexe. Maintenant, on va s'intéresser au cerveau de l'objet. L'algorithme, c'est un peu comme la recette de cuisine de l'objet. C'est la suite d'ordres, d'instructions qui va lui dire exactement comment se comporter. C'est la logique qui donne vie à la forme. Cette logique, on peut la décrire avec une simple liste, ou de manière plus visuelle, avec un organigramme comme celui-ci. C'est un exemple tout simple, hein. Le système lit un capteur, il se pose une question, y a-t-il un obstacle? Et en fonction de la réponse, il agit. C'est le cœur même du fonctionnement de n'importe quel objet, un tant soit peu intelligent. On arrive maintenant au point de convergence de tout ce qu'on a vu. L'aboutissement du processus de conception, le moment où l'on crée une version virtuelle mais complète de l'objet final. La modélisation 3D, c'est beaucoup plus qu'un simple dessin en 3 dimensions. C'est la création d'un véritable jumeau numérique, un fichier qui contient tout, la forme, l'esthétique et même parfois la logique de fonctionnement. Et là, la puissance de cet outil est juste immense. Elle permet de tout faire de manière virtuelle. On peut voir l'objet sous tous ses angles, tester sa résistance, simuler ses mouvements, tout ça avant même d'avoir produit la moindre pièce physique. C'est un gain de temps et d'argent absolument considérable. Et les applications sont partout. De la simulation des forces sur une pièce de voiture à la reconstitution de sites historiques, en passant bien sûr par la fabrication directe, que ce soit avec une imprimante 3D ou une découpeuse laser, le modèle numérique c'est devenu le pont direct entre l'idée et l'objet physique. Alors si on résume un peu tout ce parcours, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que chaque mode de représentation n'est pas une étape isolée, mais plutôt un outil bien spécifique dans la grande boîte à outils du créateur. Le point crucial, c'est vraiment cette progression. On part d'une idée très personnelle et rapide avec le croquis, on passe à un langage commun et précis avec le schéma, on y ajoute des données avec le graphique, une intelligence avec l'algorithme,
pour finalement tout assembler dans un modèle 3000 complet. Chaque outil a son rôle, au bon moment. Mais attention, cette boîte à outils n'est pas figée dans le marbre, loin de là. Alors que ces méthodes définissent la création aujourd'hui, la grande question qu'on peut se poser, c'est à quoi ressembleront les outils de demain? Comment l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle vont-elles encore transformer notre façon de passer de l'idée à l'objet? Le prochain chapitre de cette histoire, il reste encore à écrire.